Voilà, chers amis du Centre Lesdiguières, bonjour et merci de regarder cette conférence qui est donc tournée en vidéo et que vous pourrez donc voilà, auquel vous pourrez vous associer et vous pourrez réagir également et nous faire connaître un peu vos sentiments et vos réactions. N'hésitez pas. Donc la réunion va se dérouler en 3 temps. Un premier temps où nous étudierons la pandémie, voilà, la crise sanitaire que nous vivons sous l'aspect à la fois quantitatif et qualitatif. Ensuite, donc ça sera donc mon voisin de gauche qui le présentera. Ensuite, nous consacrerons une deuxième partie à la crise économique et sociale que cette politique sanitaire des gouvernements, et particulièrement du gouvernement français, signifie et entraîne. Et puis, dans une troisième partie, nous regarderons les dimensions plus politiques et humaines. Et voilà, et ensuite, nous évoquerons ce que nous, Centre Lesdiguières, nous pourrions poursuivre, nous pourrions continuer à faire et à étudier, de sorte que nous puissions éclairer à la fois nos esprits, mais aussi les personnes de notre entourage qui en ont besoin. Voilà, donc merci de suivre cette conférence. Et voilà, donc je laisse la place à Vincent. Merci Henri. Donc, je vais donc démarrer. Donc l'idée de cette présentation, c'est d'être un petit peu dans la suite de ce que j'avais présenté au mois d'octobre. Donc j'ai intitulé cette conférence « Coronavirus, la pandémie imaginaire », suite, puisqu'on est dans la suite. Je vais donc faire une rapide introduction et puis je vais ensuite faire une analyse de la mortalité sur 20 ans. Voir comment la mortalité, alors en France, puisque je me suis concentré sur la France, comment cette mortalité a évolué sur les 20 dernières années, entre 2000 et 2020, ce qui fait même 21 années. Ensuite, je regarderai quelques disparités locales et régionales, en particulier entre Marseille et Paris, vous vous doutez bien pourquoi. Et enfin, je ferai ma dernière partie sur l'analyse qui ressort sur l'intérêt du confinement, du couvre-feu, du port du masque, qui est une analyse que j'avais réalisée au mois de novembre, donc quelques semaines après la précédente conférence, que je n'ai pas pu reprendre précisément, mais les résultats à l'époque étaient déjà édifiants. Je vais boire un petit coup de café. Donc j'avais fait donc, le 12 octobre une présentation statistique sur cette épidémie. Et j'avais montré l'amplification, la manipulation et l'effet d'amplification qui était joué par les médias, par les politiques sur la réalité par rapport à la réalité des chiffres. Et donc c'est pour ça que j'avais parlé de pandémie imaginaire, même si effectivement il y a bien des gens qui meurent et il y a bien des gens qui sont touchés par cette maladie. Mais en tout cas, si on se concentre sur la France, on verra que les choses ne sont pas de l'ampleur qu'on ose nous faire croire. Donc je vous propose de faire un petit bilan 4 mois plus tard, grâce à une année 2020 qui est enfin terminée, en exploitant les données qui sont désormais disponibles sur l'ensemble de l'année. Alors pas pour tout malheureusement, mais en tout cas pour un certain nombre, et en particulier les données statistiques de l'INSEE. Certaines données que je vais présenter ne sont disponibles qu'à partir du mois de mars, puisqu'elles ont commencé à être mises à disposition qu'à partir du mois de mars dernier, mais bon, globalement on a l'information sur l'ensemble de l'année. Toutes ces données d'ailleurs, je les ai collectées via des sites officiels, Santé publique France, l'INSEE, le réseau Sentinelle, Johns Hopkins University. Comme la dernière fois, je m'appuie toujours sur les données officielles disponibles. Donc l'évolution de la mortalité sur 20 ans. Donc quand on regarde, si on regarde sur ces 3 dernières années, 2018, 2019, 2020, on voit sur les courbes, effectivement, on constate au mois de mars et puis au mois d'octobre-novembre une augmentation significative du nombre de décès, vraiment 2 pics qui ressortent, qui sont des pics
statistiques, des accidents statistiques vraiment significatifs, parce que il est vrai que chaque année, aux alentours du mois de janvier-février, on le voit sur 2018-2019, on a des bosses qui apparaissent par rapport à la trend générale, par rapport à la tendance générale, mais elles sont beaucoup moins importantes, sinon en durée, du moins en amplitude. Et donc là, on a bien nos deux épisodes de 2020, avec une augmentation significative du nombre de décès, aussi bien en amplitude qu'en durée. Si je regarde sur 20 ans, et ben, sur 20 ans, on voit l'épisode de la canicule 2003 qui ressort, mais de manière encore plus significative. Vraiment, c'est un pic qui est beaucoup plus élevé que ce qu'il avait pu être, que ce qu'ont pu être chacun des deux pics qu'on a connus en 2020. En revanche, la durée avait été beaucoup plus courte, puisque c'était sur une durée de 2 semaines environ. Quand on regarde justement ce qui s'est passé au mois d'août sur les 20 années, donc on voit bien le pic de 2003 qui ressort, où on a connu sur une période de 2 semaines, sur l'ensemble du mois d'août, 36 000 décès, ce qui est beaucoup plus que d'ordinaire, puisque à l'ordinaire on est plutôt aux environs d'une vingtaine de milliers de décès. Mais cela étant, quand on regarde les courbes, on se rend compte que depuis 2011, 2012, 2010, 2011, 2012, on a une tendance à l'augmentation de la mortalité, alors qu'elle est restée relativement stable entre 2000 et 2010, nonobstant ce pic de 2003. Donc on observe à partir de 2011-2012 vraiment une augmentation du nombre de décès durant le mois d'août. Donc du coup, je suis allé voir cette information de manière plus approfondie sur l'ensemble des 20 années. Et effectivement, quand on regarde l'augmentation du nombre de décès, l'évolution du nombre de décès sur 20 ans, on se rend compte qu'à partir des années même 2007-2008, on a une augmentation de manière régulière et récurrente qui se fait jour sur le nombre de décès. Alors, ce nombre de décès, il peut avoir plein d'explications, entre autres l'augmentation de la population, mais néanmoins, sur les années qui ont précédé, on voit une certaine stabilité. Donc on peut vraiment s'interroger sur quelle est la réalité de l'impact de l'augmentation de la population sur la courbe des décès. Quand on regarde l'évolution en termes de variation, donc, on constate effectivement que globalement, donc la variation d'une année sur l'autre, cette variation oscille entre, alors je vais enlever l'année 2004 qui est particulière, mais hormis l'année 2004, on oscille entre une variation de la mortalité d'une année sur l'autre qui est entre moins 2% et 7%. C'est ce qu'on constate, 6%. C'est ce qu'on constate. Plus, ouais, moins 2%, plus 6%. D'augmentation ou de baisse de la mortalité qui, bon an mal an, montre un effet de montée progressive du taux de la mortalité. Et si on regarde la courbe donc, entre 2000 et 2019, on constate déjà cette augmentation régulière, avec ses hauts et ses bas évidemment. Et si on rajoute l'année 2020, l'année 2020 évidemment amplifie, puisque comme ça a été largement annoncé partout, on a augmenté de près de 9% le nombre de décès. Ce qu'on oublie juste de dire, c'est que l'année 2019, c'était une année plutôt en retrait par rapport aux années précédentes, en termes d'augmentation du nombre de décès. Surtout, on n'est pas capable de savoir quelle sera l'année 2020. Et si on regarde ce qui s'est passé en 2003, effectivement, on constate que 2003, c'est une année où on a augmenté, la variation de décès a augmenté. Mais l'année 2004, c'était une année où on a été à presque moins 8% de variation des décès. C'est-à-dire que tous ceux qui étaient décédés, enfin une grande partie des gens qui sont décédés en 2003, finalement, ont anticipé un décès qui serait survenu en 2004. C'est terrible ce que je suis en train de dire, mais d'un point de vue statistique, c'est une analyse froide et terrible. J'en suis bien désolé. Oui, une question. Tous les tableaux que Vincent est en train de commenter seront joints en pièces jointes lors de l'envoi et de l'invitation à se rendre sur le blog du Centre Lesdiguières. Je vais essayer. Donc vous aurez accès à tous ces tableaux, mais sous forme de pièces jointes. Voilà, j'essaierai de dire à chaque fois le slide où je suis. Donc là, je suis au numéro 10.
Donc si on regarde effectivement la variation, on constate une augmentation de la variation annuelle du nombre de décès. Et en fait, je me suis amusé à un exercice que les économistes connaissent bien, c'est-à-dire j'ai essayé de voir si j'étais encadré par deux courbes qui accompagnaient une tendance moyenne. Et effectivement, quand je fais cet exercice, je constate donc une courbe haute qui augmente de manière assez importante année après année, et puis une ligne de basse droite qui permet d'encadrer finalement mon augmentation générale. Et l'année 2020, en fait, est quasiment alignée avec toutes les années précédentes en termes de points hauts. C'est-à-dire que les points hauts sont les années 2003, 2005, 2000... Attendez, je vais la reprendre d'ici, ce sera plus facile, je pense. 2003, 2005, 2008, 2012, surtout 2012, 2015, 2018. Alors non, 2018 est un petit peu en dessous quand même par rapport à ceux que j'ai cités. Et en fait, 2020 est dans l'alignement de tous les autres points que j'ai cités. C'est-à-dire que oui, c'est une année où il y a une variation de la mortalité qui est plus importante que les années précédentes, mais c'est une année qui finalement s'inscrit dans une logique et dans une tendance générale qui est là depuis au moins les années 2000. Voilà. Donc ça, c'était le slide numéro 11. Si je vais sur le slide numéro 12, je regarde maintenant l'âge moyen des décès. Et j'ai donc fait un calcul de l'âge moyen du décès en France depuis 2000, dont j'ai exclu les enfants décédés avant 1 an. Donc ce n'est pas un calcul de l'espérance de vie, parce que le calcul d'espérance de vie est un petit peu particulier, que je n'ai pas fait. J'ai vraiment fait un calcul brut de la moyenne de l'âge du décès. Et en fait, l'âge du décès en 2020 a été l'âge moyen de décès est de 80,3 ans, alors qu'il n'était que de 79,8 ans en 2019. C'est-à-dire qu'en moyenne, on est décédé plus âgé en 2020 qu'on est décédé en 2019. Et en fait, c'est une tendance lourde où on a effectivement, depuis les années 2000, puisque j'ai étudié qu'à partir de ce moment-là, à partir de 2000, une augmentation de l'âge moyen du décès, sans accident statistique, hormis 2003 où on a vu une augmentation, mais hormis 2003 et donc 2004 par contre-coup, on a une continuité, une quasi-ligne droite de l'âge moyen du décès en France depuis 2000, où on est passé d'environ 76 ans à 80,3 ans, donc en 2020. Si je me concentre maintenant sur la mortalité des gens de moins de 60 ans, eh ben je constate qu'on a une baisse régulière de la mortalité des gens de, plus de moins de 60 ans depuis l'année 2003, où on a vraiment, année après année, un nombre de personnes qui décèdent, qui diminue. Et 2020 n'a pas été une exception à cette règle. On est resté dans la continuité de la courbe de décès depuis l'année 2003. Si on regarde maintenant ceux qui avaient entre 60 et 70 ans, donc là je vais découper par tranche de 10 ans, pardon. Je ne l'avais pas fait avant parce qu'en fait j'aurais dit la même chose de 0 à 10, de 10 à 20, de 20 à 30, de 30 à 40, de 40 à 50 et de 50 à 60. J'ai modifié la présentation à partir de 60 ans, puisque effectivement là on constate une évolution un petit peu différente d'une année sur l'autre. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on a eu au début des années 2000 un nombre de décès aux environs de 67 000 personnes qui sont décédées qui avaient entre 60 et 70 ans. Ça a baissé jusqu'à environ 57 000 dans les années 2004-2005. Et depuis 2006, on est reparti à la hausse jusqu'à atteindre 77 000. Et l'année 2020 est dans la continuité de ce qui se passe depuis l'année 2016. En fait, on est sur un plateau depuis 2016 sur le nombre de personnes qui décèdent entre 60 et 70 ans. Si on regarde les 70-80 ans, là en revanche on voit aussi une baisse continue du nombre de décès jusqu'en 2014, et puis depuis 2014, une remontée du nombre de personnes qui décèdent, donc, qui ont entre 70 et 80 ans.
L'année 2020, pour cette tranche d'âge-là, est quand même assez significativement plus importante que les années précédentes. Donc c'est une des 3 tranches d'âge où on voit le plus l'effet de ces 2 épidémies de deux coronavirus. Si on regarde les 80-90 ans, bah là cette fois-ci, donc, on a vu le point haut en 2003 à 170 000. En revanche, donc, entre 2004 et 2008, on a une forte augmentation, et puis depuis 2008, un palier stable du nombre de décès. Un palier stable du nombre de décès, et 2020, effectivement, on voit, pour les plus de 80 ans, donc les 80-90 ans, on voit un nombre de décès qui est beaucoup plus important, enfin qui est plus important que d'habitude. Les autres années, on est aux environs de 200 000 personnes de plus de 80 ans, enfin, entre 80 ans et 90 ans, qui décèdent, et en 2020, ils ont été environ 210 000. Donc il y a 10 000 personnes de plus que d'habitude qui sont décédées dans cette tranche d'âge. Ce qui est important, ça représente 5%, mais ce n'est pas non plus une catastrophe, enfin humaine en tout cas. Et puis pour les plus de 90 ans, en revanche, là on est sur une augmentation régulière du nombre de décès, et l'année 2020 est une année où on est globalement à peu près dans la tendance, peut-être un peu plus élevé, mais où on est globalement dans la tendance. Depuis 2009, on voit l'augmentation du nombre de décès. J'ai essayé de regarder d'ailleurs si cette tendance, si on voyait, là, sur la slide de 18, si on voyait une différence statistique sur la pente en excluant 2020 et en incluant 2020. Donc il y a une légère influence, mais qui est, si je regarde sur slide 19, en fait, qui est très 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 faible au regard de l'ensemble de la statistique. Donc oui, il y a un impact pour les gens de plus de 90 ans, il y a eu plus de décès en 2020 que les années précédentes, en termes de variation, mais ce n'est pas non plus c'est pas un effet très significatif, très important. Il est significatif, mais pas très important. Voilà pour l'observation de la mortalité depuis l'an 2000 jusqu'à l'année 2020, où finalement, l'année 2020, la conclusion qu'on peut tirer de tout ça, c'est qu'elle a été plus ou moins dans la continuité des années précédentes, certes avec des accidents statistiques importants, et là encore, il va falloir regarder de près l'année 2021, donc dans un an, mais je ne serais pas étonné de voir en 2021 une baisse de manière vraiment significative, à l'image de ce qui s'était passé en 2003-2004, où 2003 avait connu un pic, pour connaître un vrai creux en 2004. Peut-être que le creux sera moins important en 2021, on ne peut pas le prédire, mais en tout cas, on n'a pas une année 2020 qui soit vraiment si exceptionnellement différente des années précédentes. Elle a juste accentué des phénomènes qui étaient déjà en place depuis plusieurs années. Et en plus, donc, on a constaté que les gens de moins de 60 ans, le nombre de personnes de moins de 60 ans qui sont décédées a continué à baisser. Si je regarde maintenant quelques disparités régionales et locales, pourquoi j'ai fait ce petit focus, parce que l'année 2020, ça a vraiment été pour nous, grand public, une révélation sur les modes de fonctionnement et les torpillages qui émaillent régulièrement la communauté scientifique, qui jusqu'à présent étaient des choses qui étaient restées feutrées dans le milieu scientifique, mais là qui cette année sont un petit peu sortis, en tout cas dans la communauté médicale, mais ce qui est vrai dans la communauté médicale est vrai dans toutes les communautés scientifiques, à l'image, à l'instar de ce qu'a pu faire Galilée en son temps, qui a été plus condamné pour son manque de modération que pour autre chose. Le problème du scientifique, c'est qu'il est un peu toujours dans cette affirmation de la vérité définitive, alors que ça devrait être le contraire. Ça a été aussi une année où on a constaté la réalité de la parole du Christ, nul n'est prophète en son pays, avec le professeur Raoult, qui est un des plus grands infectiologues du monde, et qui est traité comme un charlatan par le ministère de la Santé, qui lui préfère bien sûr une jeune et jolie Karine Lacombe, qui elle est financée en partie, un petit peu quand même, pas loin de 20 000 € au total, sur plusieurs années, par les laboratoires Gilead et AbbVie pour ses travaux sur le VIH et l'hépatite C.
peu importe la raison des travaux, toujours est-il qu'elle est quand même, elle n'est pas tout à fait blanche sur ce sujet. On a vu aussi s'affronter deux conceptions de la science pendant cette période. Une conception de la science qui ne devrait pas être opposée, qui devrait être complémentaire, où on a d'une part l'intuition du chercheur qui dit je sens, parce que je suis chercheur et que j'ai l'habitude et que je sens que c'est là-bas la bonne piste. Donc d'un côté l'intuition du chercheur qui dit je vais aller dans cette direction et puis on verra. Et puis d'un autre côté les essais cliniques des armées pharmaceutiques où on fait de manière un petit peu mathématique et statistique des analyses et puis on dit non mais la vérité elle est là. Et finalement, on a eu un peu tendance, dans cette deuxième catégorie, on a un peu vu des ayatollahs de la méthode dire que les premiers, là, ceux qui s'appuyaient sur l'intuition pour faire avancer la science, eh ben, c'était des escrocs. C'est un petit peu la façon dont les choses ont transparu. Et c'est, je pense, vraiment un vrai souci parce que la réalité, c'est qu'on a besoin de cette intuition du chercheur, c'est pour aller dans une direction, avec les erreurs que ça peut comporter, et puis ensuite l'apporter les outils mathématiques pour aider le chercheur dans son travail. Mais ce n'est pas deux conceptions qui doivent s'opposer, mais au contraire des conceptions qui doivent se complémenter. Donc voilà, c'est un petit peu pour ça que j'ai voulu faire ce petit point local, cette petite analyse entre Paris et Marseille. Donc si je regarde la situation purement marseillaise, donc de la commune de Marseille, puisque là, pour ce point-là, j'ai les données statistiques du nombre de personnes qui sont décédées à Marseille en 2020, et que je regarde cette année 2020 par rapport aux années 2018 et 2019, je constate effectivement qu'on a un léger surplus du nombre de décès en mars et en octobre-novembre, sans qu'on sorte réellement de la tendance générale. Donc oui, il y a un frétillement, si je puis dire, où on est monté à une quarantaine de décès quotidiens dans ces deux périodes, alors qu'on est plutôt aux alentours de 35 en temps normal sur ces périodes-là. Mais c'est pas, voilà, il n'y a pas eu d'augmentation, d'explosion, en tout cas sur Marseille, à ce moment-là. Aussi bien en mars-avril qu'en octobre-novembre. Mais là, je parle que de la ville de Marseille. La difficulté, c'est de savoir, est-ce que Marseille a été touchée autant que d'autres régions par le coronavirus que d'autres régions. C'est une vraie question et donc pour ça il faudrait pouvoir accéder aux informations du nombre de personnes qui ont été officiellement déclarées et ou le nombre de personnes qui ont été hospitalisées sur la commune. Le problème c'est que cette information, je n'y ai pas accès, elle n'est pas accessible, donc j'ai dû travailler sur l'ensemble du département. Donc si je regarde l'ensemble du département du 13 et l'ensemble du département du 75, là pour le coup Paris c'est facile, il n'y a qu'un seul, un département égale une commune, donc on a les informations statistiques au niveau départemental. Si je regarde les décès, cette fois-ci, alors à Paris on voit vraiment une explosion en mars-avril du nombre de décès, et par contre en octobre-novembre quasiment rien. C'est-à-dire qu'en octobre-novembre à Paris c'est quasiment, il y a eu une légère augmentation mais quasiment rien. A l'inverse, si on regarde l'ensemble du département des Bouches-du-Rhône, on constate en mars-avril une certaine augmentation, un petit peu plus forte que d'habitude, et beaucoup plus en octobre et beaucoup plus en octobre-novembre. Donc sur l'ensemble du département des Bouches-du-Rhône, déjà, on constate que le nombre de décès a été plus important pendant les deux périodes, alors que sur la commune de Marseille, la différence n'est pas significative, statistiquement significative. Si je regarde maintenant l'ensemble des personnes qui ont été hospitalisées, je constate sur les Bouches-du-Rhône, puisque là je n'ai l'information qu'au niveau des Bouches-du-Rhône, deux pics vraiment significatifs en mars-avril et en octobre-novembre pour les Bouches-du-Rhône, alors que sur Paris, je constate vraiment le pic qui est très très élevé en mars-avril et un pic beaucoup moins important en octobre-novembre. Donc là j'ai fait le rapport pour 1000 habitants. À Marseille, à peu près, on est monté à 0,075 personnes hospitalisées pour 1000 habitants au cours des deux périodes. À Paris, en revanche, on était 2 fois plus élevé, puisqu'on est monté à 0,15 personnes hospitalisées pour 1000 habitants. Donc, grosso modo, 2 fois plus élevé. Alors que
en octobre-novembre, on était à peu près au même niveau que, même légèrement en dessous, à 0,05 de nombre de personnes hospitalisées pour 1000 habitants. Donc, oui, il y a eu on voit l'augmentation de l'hospitalisation des personnes dans les deux cas. On constate grosso modo que pour le département des Bouches-du-Rhône, ça a été assez important aux 2 épisodes, sans effet sur la mortalité marseillaise stricto sensu, mais en revanche avec un effet sur la mortalité de l'ensemble du département des Bouches-du-Rhône. Sur Paris, on voit quelque chose de très important sur la première épidémie de mars-avril, en termes d'hospitalisation et en termes de décès. Et en revanche, sur la deuxième épidémie, celle d'octobre-novembre, alors j'utilise les termes de deuxième épidémie et pas de deuxième vague, parce que j'ai regardé une vidéo du professeur Fouché qui utilise ces termes, et je pense qu'ils sont plus justes parce qu'en fait les coronavirus qui ont été rencontrés à ces 2 périodes sont différents l'un de l'autre. Ont des génomes différents. Donc je pense que c'est plus juste de parler de cette manière-là. Et donc sur Paris, première vague très significative, enfin première épidémie très significative, deuxième épidémie moins significative en termes de nombre de décès et beaucoup moins en termes d'hospitalisation et beaucoup moins en termes de décès. Et si je regarde ça, si je ramène tout ça sur les hospitalisations par rapport aux réanimations, on voit, si on ramène le nombre de décès par rapport aux hospitalisations et aux réanimations, on constate que grosso modo l'année 2020 a eu quelques effets un petit peu plus importants, mais pas significatifs par rapport à ce qu'on a d'habitude, en tout cas sur ces 2 départements. Donc on ne peut pas conclure sur l'efficacité à partir de ces données-là du traitement du professeur Raoult. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas d'effet négatif. Parce que s'il y avait effectivement un effet dangereux à l'hydroxychloroquine, on verrait le nombre de morts à Marseille augmenter de manière vraiment significative. Or, ce n'est pas du tout le cas. On a une mortalité même globale qui était, donc le professeur Fouché disait 0,5% sur Marseille, sur l'IHU, pardon, et alors elle a été de 2,3% sur l'ensemble du pays, sachant que ces pourcentages-là sont par rapport au nombre de personnes touchées. Ce n'est pas par rapport à l'ensemble de la population, puisque plus de 99,9% de la population française a survécu au coronavirus. En tout cas en 2020, ça ne va pas être différent en 2021. Donc quand 99,9% d'une population survit, la notion d'épidémie gravissime est quand même interrogative. Donc malgré tout, donc, le taux de mortalité à l'IHU de Marseille qui est beaucoup moins, 5 fois plus faible que dans le reste du pays. Ça, c'est une vraie question. À noter quand même que le professeur Raoult a toujours précisé que son traitement n'avait pas forcément pour vocation de sauver des vies stricto sensu, c'est-à-dire qu'il a bien précisé que le traitement qu'il préconisait, il fallait le prendre très rapidement dès le départ pour réduire la durée de maladie, éventuellement d'hospitalisation, pour réduire la charge virale et pas pour réduire la mortalité. Donc finalement, ce que j'ai regardé n'a pas vraiment de sens, même si ça nous donne une indication générale, c'est pas suffisant pour apporter une conclusion. Et je voulais préciser quand même que voilà, le mot du professeur Raoult, c'est bien de dire ça va réduire la durée de la maladie pour les gens qui le prennent tôt. Voilà. À côté de ça, on a quand même pas mal de témoignages, enfin autour de moi, et puis on en voit un petit peu à droite à gauche, de patients qui indiquent que leurs médecins les ont juste soignés avec du Doliprane. On sait par le professeur Fouché que les méthodes préconisées par Paris sur la réanimation au début du problème n'étaient pas forcément les meilleures. Tout ça, ça amplifie l'effet négatif que pouvait avoir la maladie, qui aurait pu être traitée de manière bien plus efficace si on avait si on avait soigné les gens avec autre chose qu'avec du Doliprane, et si on n'avait pas bloqué les urgences comme on l'a fait au départ. Donc je vais vous présenter maintenant l'étude que j'ai faite sur le confinement, l'effet du confinement, du couvre-feu et du masque sur les effets, sur la mortalité, sur le nombre de personnes touchées. Donc c'est une étude que j'ai réalisée en novembre 2020 et qui, à mon sens, méritait d'être signalée ici.
C'est une étude, donc la question qui se posait, c'est est-ce qu'on a un effet positif du confinement, du couvre-feu ou des masques sur l'épidémie? Alors un effet positif, ça peut être soit une réduction de la durée de pic épidémique, soit une réduction du nombre de personnes, soit une réduction du nombre de décès. Voilà. Un de ces trois éléments-là, pour moi, serait suffisant pour dire qu'on a un effet positif du confinement. Donc pour faire cette étude, j'ai essayé de récupérer pour l'ensemble des pays du monde, ce qui n'a pas été une mince affaire, parce qu'il y a été plusieurs semaines de recherche, des dates de début de confinement, de début de couvre-feu, de début de port du masque obligatoire ou recommandé, et puis comme après j'avais les chiffres du nombre de personnes touchées, j'ai récupéré aussi le début de la montée d'une épidémie et puis le pic de l'épidémie. Au final, sur l'ensemble des pays du monde, j'ai réussi à récupérer toutes ces informations pour seulement 95 pays, ce qui est déjà pas mal. Et sachant que je les avais pour d'autres pays, comme les États-Unis, la Chine, la Russie, le Brésil, le problème c'est que dans ces pays-là, le pays est tellement grand que les choses n'ont pas été faites de la même manière à tous les endroits de manière simultanée. Donc ça introduisait trop de modifications et je n'avais pas forcément les informations précises, région par région, de chacun de ces grands pays. Donc je les ai enlevées. Donc en fait j'avais les informations sur 99 pays, j'en ai retenu que 95. Voilà. Donc si je regarde le cas de la France, donc on a eu le début de la montée épidémique, la première épidémie au mois de mars, un début de confinement, donc début mars en fait, autour du 10 mars 2020, un début de confinement le 17 mars, ça fera bientôt un an, un pic qui a été atteint aux alentours du 11 avril, et des masques ont commencé à être recommandés seulement au mois de juillet, qui ont commencé à être recommandés. Et puis 1er septembre, donc c'est la date que j'ai retenue, même si ça n'a pas été partout dans toutes les régions de France, dans toutes les villes de France la même date, mais enfin grosso modo à partir du 1er septembre, le masque est devenu obligatoire en France, même quand on se promène tout seul en pleine nature. On ne sait jamais. Donc il a commencé lui au mois de septembre. Et en fait, on constatait déjà une remontée de l'épidémie à partir du 17 août, si on regarde les chiffres, un début de nouvelle montée. C'est-à-dire que, alors que le masque était déjà recommandé, on voit que ça n'empêche pas une épidémie d'arriver à partir de la mi-août. Et puis en fait, masque obligatoire à partir du mois de septembre, et en fait les choses ont continué à augmenter, le nombre de personnes touchées a continué à augmenter. On a eu ensuite un confinement partiel qui a commencé au mois d'octobre, le 24 octobre, et on a atteint le pic quelques jours plus tard, 7 jours plus tard, pour être plus précis, le 5 novembre. Donc autrement dit, la durée entre on a eu le masque obligatoire en septembre et le pic début novembre. Donc, ce qui signifie que le fait de porter un masque n'a pas empêché la montée sur une période octobre, novembre, de 2 mois, sur plus de 2 mois, on a eu une augmentation. Et le confinement, lui, il est intervenu, donc ce deuxième confinement, pas le premier, mais le deuxième confinement est intervenu juste quelques jours, 7 jours avant le pic. Donc officiellement, sur une durée beaucoup trop courte, sur une durée beaucoup trop courte pour pouvoir avoir de l'effet, puisque d'après le gouvernement, il faut compter entre 2 et 3 semaines après le début du confinement pour voir les effets. Ce qui s'était passé au mois de mars. Au mois de mars, on avait bien eu à peu près 3 semaines entre le début du confinement et puis le pic épidémique. En tout cas, sur le deuxième, on peut s'interroger sur la réalité de l'utilité du port du masque et du confinement. Si je regarde le nombre de décès, en fait, parce que là j'ai regardé en nombre de personnes touchées, si je regarde en nombre de décès, j'ai pas non plus d'effet, en tout cas en termes de positionnement temporel des choses. Là encore, je regarde qu'un seul pays, je regarde que la France, c'est juste pour pour faire l'introduction générale de cette partie. Si je regarde l'Allemagne, le masque est obligatoire, a été rendu obligatoire à partir de la fin du mois d'avril, ce qui n'a pas empêché en octobre une flambée d'une nouvelle épidémie
qui est intervenu donc, à partir d'octobre et qui a connu son pic autour de la mi-novembre, donc un mois plus tard. Donc une montée beaucoup plus rapide, alors que le masque est obligatoire depuis plusieurs mois. Et là on a eu, alors dans les deux cas en Allemagne, ils ont de la chance, dans les deux cas, ils tombent sur 2 semaines entre le moment du confinement et le moment du pic. Donc 16 jours en fait, pour être précis, dans les deux cas. Donc c'est vraiment, voilà, la façon dont les choses se passent. J'ai regardé donc, alors je me suis intéressé aussi à tous nos pays nordiques à l'époque, donc la Suède, la Finlande, la Norvège et le Danemark. Donc la Suède qui est le mauvais élève, le vilain petit canard, qui connaît effectivement des épisodes épidémiques, mais finalement quand on les regarde, certes les nombres sont plus élevés en Suède par rapport aux autres pays nordiques, mais ça n'empêche pas les autres de connaître des pics de la même manière, à peu près sur les mêmes périodes, sur les mêmes durées temporelles. Quand on regarde les chiffres, quand on compare les 4 pays scandinaves, là, on voit à peu près la même courbe dans les 4 cas. C'est vraiment assez intéressant de voir quoi, que le fait de porter le masque, le fait d'avoir un confinement, ne semble pas avoir d'effet en tout cas sur le fait qu'on a un pic et puis une redescente. Je me suis intéressé au cas de l'Argentine, qui lui, par contre, c'est vraiment le bon élève, l'Argentine. Le confinement a été total, alors je ne sais pas si c'est toujours le cas en tout cas aujourd'hui, mais en tout cas à l'époque ça a été au moment de l'étude. Donc le confinement qui a été total à partir de mars 2020. Le masque a été rendu obligatoire au mois d'avril, à des périodes où il n'y avait pas spécialement de personnes touchées. Le début de l'épidémie, lui, il est plutôt situé, le début de la montée est plutôt situé aux alentours de la mi-mai. C'est-à-dire que voilà un pays qui fait un confinement total, qui impose le masque et qui ensuite connaît une épidémie, alors que jusqu'à présent il n'avait rien connu. Et en fait, depuis la mi-mai jusqu'au pic, en fait, il s'est passé, entre le début du confinement total et le pic épidémique, il s'est passé 215 jours. Donc c'est-à-dire que là, pour le coup, alors qu'on a un confinement total, un masque obligatoire, et ça n'empêche pas une montée, et en plus une montée vraiment significative avec un nombre de personnes touchées qui est très important. Et puis sur des périodes très très longues. On est quand même 215 jours après le pic, 215 jours après le début de la montée, c'est beaucoup plus que ce qu'on peut observer n'importe où ailleurs. Donc voilà, on a le mauvais élève qui est la Suède, qui n'est pas spécialement très différent de ses voisins, même si c'est un peu plus touché. Et puis l'Argentine qui est le bon élève absolu, qui lui connaît la situation, une des pires situations au monde. Donc du coup, voilà, ça c'était quelques exemples de pays pour un petit peu situer les choses, puisque il fallait regarder un petit peu ponctuellement avant de regarder de manière plus générale. Et donc si on regarde l'écart entre le temps entre la mise en place du masque et l'arrivée de la montée du nombre de cas, donc dans certains cas le masque a été rendu obligatoire après que le nombre de cas ait commencé, dans certains cas c'est arrivé beaucoup plus tard, en fait je n'observe pas de différence statistique entre les pays qui ont rendu le masque obligatoire ou qui ont juste recommandé le masque. J'ai pas l'information, du coup je ne peux pas faire ce calcul pour les pays qui n'ont pas imposé le masque, puisque j'étudie une durée, donc là c'est pas possible. Mais bon, toujours est-il qu'on ait le masque recommandé ou le masque obligatoire, il n'y a pas de différence entre le moment où on l'impose et le moment où on le recommande et puis le moment où on a le début de la montée de l'épidémie, d'un point de vue statistique. Si je regarde maintenant entre le moment où le temps entre où on met en place le masque et le pic du nombre de cas, donc cette fois-ci j'ai pris comme référence le début de la montée et puis le pic, donc ce qui fait que j'ai pu comparer sur les 3 populations, masque obligatoire, masque recommandé et pas de consigne pour le masque. Si je regarde ça, et en fait je n'observe aucune différence statistique pour 95 pays sur le temps entre le moment où on commence à monter et le moment où on a le pic épidémique.
statistiquement. Ça veut dire que si je regarde un pays peut être très vertueux et avoir très bons résultats, un pays peut ne pas être vertueux et avoir de mauvais résultats, et inversement. Statistiquement, je n'ai pas de différence sur l'ensemble des distributions. Si je regarde maintenant et si je regarde cette information en pourcentage de la population, j'observe le même résultat. C'est-à-dire que j'ai d'abord parlé en absolu, et ensuite en pourcentage de la population, j'arrive à la même conclusion. Parce qu'on pourrait se dire, oui, mais ce résultat, il est lié à la densité de population. Dans les pays où il y a beaucoup de monde, les choses sont différentes. Eh bien non. C'est-à-dire que, quelle que soit la population, la structure de la population, on a à peu près le même résultat. Où il n'y a pas de différence statistique en termes de proportion, de nombre de personnes, sur la durée entre le moment où on a le début de la montée et le pic épidémique. Et ce qui est vrai en nombre de personnes touchées est également vrai en termes de décès. Je n'ai pas de différence statistique sur le fait de porter le masque ou pas. Si je regarde maintenant la question du confinement et du couvre-feu, entre donc, le moment où on a mis en place donc, le temps de la montée, le temps de la montée, selon si on a mis un confinement, si on a mis un couvre-feu, ou si on n'a fait ni l'un ni l'autre. De la même manière, en fait, cette durée de la montée n'est pas statistiquement différente sur l'ensemble des 95 pays étudiés. Et si je regarde sur... attendez que je regarde ça. Voilà, sur le nombre sur la durée. Et si maintenant je regarde sur le... Alors maintenant, je vais regarder sur le nombre de cas. Le slide. Alors là, j'arrive sur le slide 40. Merci. Sur le slide 40, je regarde par rapport à la population. Et bien là, pour le coup, je commence à observer une différence statistique. C'est-à-dire que dans les pays où j'ai eu un couvre-feu ou pas de confinement ni couvre-feu, j'ai en proportion moins de personnes qui ont été touchées par la maladie. Et c'est statistiquement significatif. Alors il se trouve que le nombre de personnes touchées dans le cas d'un confinement, dans les pays où on a mis en place un confinement, le nombre de personnes touchées est plus élevé statistiquement que les pays où on a juste mis en place un couvre-feu ou rien du tout. Donc déjà, ça nous interroge sur l'efficacité du confinement. Et surtout, l'existence d'une immunité collective ou pas. Oui, tout à fait. Ça ouvre plein de questions. Et ce qui est vrai sur le nombre de personnes touchées, c'est vrai sur le nombre de personnes décédées. Donc, in fine, donc ça c'est le slide 41 qui le montre. Donc, la conclusion générale, c'est celle que j'avais... Je vais maintenir ce que j'avais dit il y a 4 mois en arrière. On est sur une forme de pandémie imaginaire, puisque dans une pandémie où 99,9% de la population, et c'est vrai au niveau national et au niveau mondial, survit, la criticité d'une telle épidémie, elle est vraiment, vraiment interrogative. D'une telle pandémie, on n'est pas vraiment... Oui, on est touché, mais de la même manière que chaque année, on a la grippe, on a le rhume, on a la gastro, qui sont des maladies qui nous touchent tous, et puis en plus, si je regarde les causes de mortalité au niveau mondial, au niveau national, il y a d'autres maladies qui touchent tout le monde, qui ont des taux de mortalité beaucoup plus élevés, et on ne parle pas de pandémie, on ne parle pas de pandémie de cancer, par exemple. Alors on pourrait finalement, pourquoi pas, si on se base en tout cas sur leurs simples critères. C'est pas contagieux. C'est pas contagieux, c'est pour ça qu'on ne parle pas d'épidémie, et puis ça n'aurait pas de sens de toute façon. Mais ce que je veux souligner, c'est le fait que c'est pas parce qu'on a une même maladie à plein d'endroits différents, d'ailleurs même maladie c'est encore discutable, même si effectivement il y a l'air d'y avoir des symptômes similaires, on est quand même sur quelque chose où globalement la population est finalement assez peu impactée. Le fait d'être malade, c'est jamais très agréable. Le fait d'être obligé de garder le lit la chambre pendant 2 semaines, c'est pas agréable, mais ça ne justifie pas de détruire l'économie mondiale pour l'économie mondiale, et puis aussi les impacts psychologiques sur les gens, sur la jeunesse. Hein. Aujourd'hui, c'est vraiment... les étudiants sont parmi ceux qui sont les plus... qui ont le plus gros impact psychologique, mais pas seulement. Donc voilà, qu'est-ce qui peut justifier de telles choses?
compte tenu de la faiblesse de l'impact morbide de cette maladie. Un point que je n'ai pas présenté mais que je vous donne comme ça, c'est que l'âge médian du décès du Covid, qui était à peu près 84 ans en octobre-novembre, est depuis passé à 85 ans. C'est-à-dire que ça a continué à ne toucher que des personnes plus âgées. Je ne m'en réjouis pas, hein, c'est pas ça, mais voilà, ça amplifie l'interrogation que je posais juste avant. Comme je vous l'ai dit, on n'a pas vraiment d'éléments pour conclure sur l'effet positif de certains traitements. On a des indications, mais on n'a pas d'éléments factuels, de preuves matérielles pour le dire. Mais en revanche, ce qui moi m'inquiète beaucoup, c'est ce vaccin là qui est en train de légèrement, progressivement s'imposer, chercher à s'imposer, en tout cas que nos gouvernements cherchent à imposer, avec une obligation vaccinale contre une maladie qui, encore une fois, préserve 99,9% de la population. Hein. Donc on peut s'interroger, pour transformer ça en un passeport vaccinal et nous faire rentrer dans la dictature sanitaire de Bienvenue à Gattaca. Pour rebondir sur une vieille conférence que nous avions faite. Ouais. Un point sur lequel je veux insister, c'est que je pense qu'il ne faut pas laisser aux médecins le fait de décider de la vie entière d'un pays, encore moins du monde. Les médecins, leur métier, c'est de soigner des gens qui sont malades, donc ils voient des gens malades en permanence. Et puis, certaines périodes, ils peuvent voir plus de gens malades d'une certaine maladie. Est-ce que pour autant, ça justifie que ce soit eux qui aient la décision absolue et totale sur le fait de dire qu'il faut mettre tout le monde sous cloche, il faut détruire l'économie, il faut empêcher les élèves d'étudier, etc. J'en suis pas sûr. Moi, dans mon travail, je gère des problèmes. Si vous me posez la question, je vais vous dire chez nous, c'est une catastrophe, on a des problèmes dans tous les coins, ça ne marche pas. Voilà. Et si je prends un peu de recul, je me rends compte que l'entreprise fonctionne bien, on fait des ventes, on sort des produits, et oui, certes, tout n'est pas rose, enfin la vie, elle continue. Les médecins, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'eux voient que des problèmes, donc ils pensent que le monde est un problème. Certains, pas tous, Dieu merci. Mais le problème, c'est que c'est ceux à qui on a donné le pouvoir, c'est ceux qui voient le monde comme un problème. Et je pense que c'est vraiment une vraie interrogation de ce pouvoir qui leur est accordé, là, de gérer le pays, alors que leur boulot, c'est de soigner des malades. Et laisser les organisations internationales, le gouvernement, et puis les médias nous faire l'apologie de la dictature tous les jours à la télé, je ne suis pas sûr que ce soit non plus quelque chose de positif. Donc je pense que vraiment il faut qu'on réagisse collectivement pour protester contre cette dictature qui est en train de se mettre en place. Et elle se met en place sur des mensonges, ce qui est logique, hein, puisque la dictature par essence c'est le règne du mensonge. Voilà, je vous remercie pour ce temps. Bien, merci à Vincent de cette non moins brillante intervention et ce travail surtout énorme de compilation de statistiques. Je vais prendre un petit peu le relais sur ces remarques pour déplorer un phénomène qu'il a souligné, c'est qu'on est passé sous la coupe du monde médical. Et pour les économistes, c'est une surprise puisque je dirais que depuis environ un siècle, c'est eux qui tenaient les rênes et dirigeaient la quasi-totalité des activités, y compris les activités dans le domaine de la santé. Et là, l'année 2020 sera à bien des écarts une rupture. Et mon intervention, elle va être axée sur deux axes. Les ruptures que représente 2020 et la continuité. Et beaucoup des remarques de Vincent ont démontré que la crise sanitaire, en tout cas au niveau statistique, en tout cas au niveau de la mortalité, était plus dans une forme de continuité. On va s'apercevoir que sur le plan économique, il y a aussi quelques similitudes. Pour commencer, quelques données chiffrées,
je vais être très succinct, puisque je savais que je passais après Vincent et que lui allait nous abonder, et je vous incite à survoler les slides qui seront joints. Moi, je ne vais pas vous référencer avec des slides, simplement vous pouvez aller sur les mêmes sites officiels qu'il a mentionnés, en particulier ceux de l'INSEE, ceux de la Banque de France, pour avoir les données chiffrées argumentées. Alors, quelques remarques que tout le monde connaît, c'est le résultat de notre croissance 2020, qui est donc négative. Pour ceux qui sont amateurs de langue française, ne soyez pas surpris, il n'y a que les économistes pour annoncer une croissance négative. Donc, moins 8,3%, ce qui, depuis l'existence des statistiques, n'a pas de précédent. C'est l'année la plus noire. Il n'y a que les années de guerre, les années d'occupation, qui ont pu être plus négatives, mais les statistiques n'étaient pas aussi complètes, voire même très incomplètes, pour les premiers chiffres qu'il y avait dans ces temps un peu distants. Donc l'impact, il est vraiment énorme, et c'est là où on prend la mesure du fait que les économistes ont dû s'écraser devant, entre guillemets, la dictature sanitaire. Quelques chiffres de détail sur les différents trimestres, et là, la corrélation directe avec les confinements, elle est une porte ouverte que je défonce. Le premier trimestre, on est à moins 5,9. C'est les 14 derniers jours de mars qui expliquent ce chiffre. Le deuxième trimestre est catastrophique, moins 13,8. Le troisième trimestre est miraculeux, et il démontre bien le lien qu'il y a eu avec le confinement. On est à plus 18,7. Alors lui, au niveau statistique, il est absolument sublime, il n'a aucun précédent. Il nous laisse de l'espoir pour la suite, quand on sera libéré de toutes ces obligations. Et le dernier trimestre, il est à moins 1,3, ce qui montre que quand on réduit considérablement les mesures, on peut encore avoir une adaptation. La capacité des Français à s'adapter est légendaire, et elle en est l'illustration. Deux chiffres pour terminer sur ces évolutions de production. En 2019, le PIB de la France était à 2323 milliards d'euros, et nous sommes tombés à 2130 milliards d'euros pour 2020, qui sera une année noire. Alors, cette année, elle est surtout noire sur le plan de la consommation, moins 7,1% de consommation, et elle est aussi noire au niveau de nos principaux voisins, puisque nous avons une chute qui est plus importante que la quasi-totalité de nos partenaires économiques au sein de l'Union européenne, ce qui montre qu'on aurait pu prendre des mesures plus tolérantes. Le couvre-feu en Espagne est à 22 heures. Je ne citerai que cet exemple, et nous sommes un des pays les plus restrictifs, même en période de couvre-feu. Je ne parle même pas des autorisations de circulation qui ont complètement bridé toute activité économique, évidemment. La consommation s'est effondrée, et donc mécaniquement, le taux d'épargne a explosé. Il est à 22%, ce qui fait que cette masse d'épargne, elle rend l'argent accessible, puisque ce qui est épargné d'un côté est prêté de l'autre, c'est le b.a.-ba du fonctionnement de l'économie, et il y a tellement de milliards à prêter que les taux d'intérêt sont quasi négatifs. J'avais déjà évoqué cela lors de la précédente conférence, et c'est un des rares points positifs. Mais si on compare la charge de la dette pour l'État français, en 1995, les intérêts représentaient 3,4% du PIB. C'était le deuxième poste du budget, après la défense nationale. À cette époque, c'était le remboursement des seuls intérêts. En 2022, la charge de la dette, on la connaît déjà puisque les quasi-totalités des engagements
sont déjà pris, ne représentera que 0,8% du PIB. Ce qui est déjà considérable en termes de milliards, mais ce qui montre que la charge de la dette s'effondre au fur et à mesure où le taux d'épargne explose. Il était de 15% en 2019, il est passé à 22%, une augmentation de près de 50%. La population ne peut plus consommer, et donc, entre guillemets, elle épargne. Donc voilà ces quelques chiffres très macro-économiques qui seront peut-être, comme on peut l'espérer au vu du troisième trimestre 2020, qui a été, comme je le qualifiais, de miraculeux sur le plan de la reprise, une exception. Et qu'on devrait repartir, comme Vincent l'évoque, sur des trends, sur des tendances au niveau des statistiques démographiques et au niveau des évolutions économiques. Mais, comme toutes les crises, et pour paraphraser Lénine qui expliquait que les guerres sont des accélérateurs de l'histoire, l'épidémie va aussi sans doute, en tout cas la psychose autour de cette épidémie, va créer des ruptures. Et j'ai repéré 3 événements au cours des derniers mois, 3 anecdotes. Vous allez voir que ces événements n'ont pas une ampleur phénoménale, mais qui sont sans doute révélateurs de certaines évolutions que l'on peut peut-être souhaiter, on verra leur nature. Alors, première anecdote, c'est l'affaire Couche-Tard. Alors, vous ne l'avez peut-être pas suivi, mais Couche-Tard, c'est le nom d'une entreprise canadienne, d'une entreprise québécoise. Je salue les fleurs de lys qui me succèdent, qui sont bien orientées face à la caméra. Et cette entreprise a envisagé d'étudier le rachat de Carrefour. Et là, tout le monde connaît notre célèbre enseigne, plus ou moins fondatrice, initiatrice du modèle de grande distribution. Alors, derrière cet événement, on peut observer beaucoup de révélations. La première révélation, c'est une forme du déclin français, quelque part, puisque c'est une entreprise extérieure qui envisage de racheter la fondatrice d'un modèle de développement économique qui a environ 50 ans et qui est en crise. Il y a aussi d'autres grandes surfaces comme le groupe Casino qui ont été des modèles économiques qui traversent de nombreuses difficultés, etc. On ne va pas faire l'analyse de tout ce secteur-là, alors que l'année dernière a été exceptionnelle pour eux, puisque la quasi-totalité de la consommation s'est réduite à faire les courses et à commander des drives. Eh bien, malgré tout, il y a un malaise dans le secteur, et c'est une entreprise extérieure qui envisage ce rachat. Donc ça, c'est la première révélation à travers cette anecdote. Mais la deuxième révélation, elle est encore plus symbolique. C'est la réaction des autorités françaises, en l'occurrence du ministre de l'économie, M. Le Maire, qui a considéré que la vente de couches-culottes et de yaourts constituait un enjeu de souveraineté nationale. Alors on ne peut que le féliciter de réagir enfin. Il a fallu que les yaourts soient concernés par un rachat par une entreprise canadienne. Et on connaît la dangerosité des entreprises canadiennes. Donc bravo, monsieur le maire, d'avoir enfin compris que le souverainisme avait toute sa place dans les politiques économiques. Il était temps, et je rends vraiment hommage à la société Couche-Tard d'avoir permis de déclencher cette réaction, et je souhaiterais, monsieur le ministre, que vous alliez bien au-delà. Vous venez de sortir un nouvel ouvrage qui un peu présomptueux, hein, puisque ce sont des mémoires provisoires,
c'est rare en activité d'avoir le temps en pleine pandémie. Vous me direz peut-être que c'est parce que les Toubibs géraient tout que vous aviez, vous, le temps de vous consacrer à de l'écriture, de devenir un vrai souverainiste. Et si vous avez besoin d'un modeste appui, on pourra vous aiguiller, surtout que le Québec a quand même été le pays où a émergé la notion de souverainisme. Je crois que vous aviez eu des velléités gaullistes à une époque de votre long parcours. Eh bien, revenez à ces velléités du gaullisme qui avait provoqué une quasi-rupture diplomatique avec le Canada à l'époque. Il faut rester dans l'axe souverainiste. Et si on fait un petit bilan, j'anticipe un petit peu sur les remarques qui vont me suivre, sur le plan politique, mais la pandémie, la psychose de la pandémie, finalement, elle a mis à bas pratiquement toutes les idéologies qui étaient au gouvernement, sauf le souverainisme. Tous les gouvernements qui ont su, dès le départ, prendre des mesures de respect des frontières, alors que, deuxième petite anecdote, des jeunes qui avaient décidé de faire respecter les frontières face aux vagues d'immigration ont été condamnés le mois dernier en France. Donc, revenons au souverainisme, et on pourrait citer beaucoup d'autres exemples. Et la deuxième anecdote que je vais développer, eh bien, elle va encore l'illustrer. Il y a eu une gestion européenne de la vaccination. Alors, là, je fais dans le politiquement correct, j'ai dit une gestion, on devrait dire un cafouillage. Mais là, je deviens très impoli. Alors, le 29 janvier dernier, la commission, en catastrophe, a découvert qu'au niveau statistique, il y avait un gros décalage entre le nombre de personnes potentiellement vaccinables et le nombre de livraisons de vaccins. Et elle a décidé de rétablir les frontières en matière de circulation des doses de vaccins. Comme quoi, quand on veut, on peut. Et elle a même rétabli la frontière entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud. Alors, je fais une parenthèse, hommage à la nation irlandaise, puisque dans les accords tout frais qui ont été signés avec le Royaume-Uni, il y a quelque part une reconnaissance de l'existence d'une nation, l'Irlande. Donc chapeau bas, comme quoi quand on veut, on peut aller un petit peu au-delà du libre-échange, de la libre circulation, de l'ouverture à tout va, de la disparition des frontières. Et donc d'un seul coup, dans les jours qui suivent, lorsque l'encre du décret de rétablissement de la frontière a été découvert, avec tous les échos médiatiques qu'il y avait eu sur ces Britanniques, cet horrible Boris Johnson qui, dans la négociation par rapport à l'Irlande, avait évoqué des menaces et autres, et bien c'est l'Union européenne qui, la première, aura rétabli cette frontière. Donc bien entendu, entre-temps, il y a rétropédalage. Le 2 février, ils se sont aperçus de leur erreur, et ils l'ont remise en cause. Les éléments de frontière seront à nouveau ouverts pour respecter le fait que l'Irlande est une nation. Donc, derrière cette anecdote, deux choses. La première, c'est que le souverainisme, ça ne se décrète pas à la dernière minute, c'est quelque chose qui nécessite du fond. Si on veut être autonome, si on veut faire face à des crises, il faut que les décideurs politiques prennent le pas sur les décideurs économiques. Le décideur économique, il a une logique de rentabilité. Si c'est moins coûteux de produire en Inde ou en Chine, il produit en Inde ou en Chine. C'est clair, c'est simple. Sans décision politique qui taxe, qui interdit, qui réglemente, le décideur économique choisira toujours là où ce sera le plus intéressant pour lui et en clair le plus rentable.
Donc les politiques ont une légitimité, ils ont une nécessité de prendre des règlements qui imposent un minimum de souveraineté pour l'avenir, pour le devenir des nations. Que ce soit sur les vaccins, que ce soit sur les masques, que ce soit sur les produits stratégiques autres que les yaourts et les couches-culottes. Merci, monsieur le maire. Il y a des nécessités d'exercer ce pouvoir et de le reconnaître. Et monsieur le maire, dans votre document, dans votre livre, dans vos mémoires, qui s'intitule L'ange et la bête, mémoire provisoire, vous mentionnez au détour d'une phrase « Les rapports de force sont la seule loi ». La défense des intérêts nationaux, alors je vous accorde, vous avez rajouté ou européens, vous auriez pu vous arrêter à nationaux, la seule doctrine. La réalité est là, brutale, qui se pèse et se compte. Vous avez parfaitement raison. Donc, utilisez vos pouvoirs pour que nous retrouvions de la souveraineté nationale. Troisième événement de ces derniers jours, qui a peu de lien avec les précédents, il concerne le monde boursier. Alors, le monde boursier n'aura jamais été aussi coupé du monde réel. Les marchés financiers au niveau mondial se portent très très bien et ils démontrent, comme très souvent, qu'ils sont dans la parfaite anticipation. Ils savent que lorsqu'on sera sorti de cette psychose, eh bien, nous pourrons reprendre le trend qu'évoquait Vincent. Il se porte très bien et il y a eu un événement qui a un peu percé les médias communs, sorti des journaux boursiers, des chroniques boursières, c'est l'aventure de Melvin Capital. Melvin Capital, c'est un hedge fund, un fonds de placement américain, qui a perdu 3,75 milliards de dollars à la suite d'opérations ultra spéculatives qui sont la caractéristique des évolutions boursières qui se sont renforcées avec la psychose pandémique. Ça favorise énormément ces tendances, ça les a donc amplifiées. Et ce groupe, ce hedge fund, avait spéculé sur la faillite d'un magasin de jeux vidéo, GameStop. Les passionnés de jeux vidéo, à travers des réseaux sociaux, ont décidé d'acheter les actions de cette entreprise de vente de jeux vidéo. Et à la différence de ce qu'avait tenté M. Cantona en son temps, là, il y a eu un véritable phénomène viral. Le virus s'est très bien répandu cette saison. Et les achats massifs ont fait remonter le cours de l'action du magasin en question. Le système spéculatif des hedge funds consiste au départ, quand ils spéculent sur une faillite, à lancer un ordre d'achat virtuel, j'insiste bien sur ce caractère-là, à une très faible valeur, pour les revendre ensuite, sachant qu'ils l'ont programmé vraiment à une valeur très très faible et qu'ils comptent le revendre avec une très très légère marge. Sauf que l'opération est dans un premier temps purement factice. C'est un ordre qui n'est pas exécuté au moment où la spéculation se met en place. C'est tout l'art de la spéculation. Plus tard, 1 ou 2 mois plus tard, ils doivent par contre affirmer leur décision, c'est-à-dire vendre ce qu'ils n'ont pas encore acheté, ce qui les oblige à devoir néanmoins l'acheter pour pouvoir le vendre. Je ne sais pas si vous me suivez, on rentre dans
mécanique spéculative. Donc là, quand ils ont été contraints d'acheter, puisqu'ils n'avaient plus de possibilité de reporter, ils ont dû sans doute reporter de plusieurs jours, plusieurs semaines, etc., le cours était tellement haut que soit ils se défaussaient et perdaient toute respectabilité en matière de hedge funds, soit ils honoraient leurs engagements et devaient payer au prix fort ce qu'ils n'allaient pas vraiment pouvoir revendre. Et dans l'opération, ils ont donc perdu plus de 3 milliards de dollars, presque 4 milliards de dollars. Alors, derrière cette anecdote, j'aimerais insister sur le fait que la population, les petits porteurs, les petits épargnants ont plus de pouvoir s'ils font exactement ce qu'ils devraient faire et ce que nous devrions faire à une échelle générale, ne serait-ce que par rapport à la pandémie, c'est-à-dire de réfléchir et d'agir en conscience. Et là, en conscience, parce qu'ils aimaient GameStop, ils ont pris des positions qu'aucun financier ne leur aurait jamais conseillées. Aujourd'hui, la plupart de ceux qui épargnent sont soumis à des conseils qui créent un mouvement, et ce mouvement, bien souvent, on en subit les conséquences, parce que les conseillers sont rarement les payeurs, pour ne pas dire jamais. Donc voilà cette autre anecdote qui est assez révélateur que nous pouvons avoir un poids de souveraineté si on agit en sortant des influences qui se multiplient autour de nous. Alors j'aimerais évoquer une dernière remarque liée à ce qui s'est passé ces derniers jours. Nous sommes aujourd'hui le 20 février, c'est-à-dire que nous sommes 3 jours après le 17 février. 17 février qui, dans nos mémoires, c'est la fin du franc. 17 février 2002. Et on mesure aujourd'hui tout le décalage qu'il y a avec cette perte de souveraineté qu'a représenté l'abandon d'une monnaie nationale, et que automatiquement on se retrouve pris dans un empire, l'empire européen, qui, plus ou moins bien, je ne veux pas être totalement négatif, mais résonne à une échelle qui ne tient pas compte des nations. On l'a vu au moment de l'affaire des masques, on le voit aujourd'hui avec les vaccins. Plus on crée de distance entre le terrain et les décideurs, plus on rend les intérêts supérieurs, financiers, économiques, sanitaires aujourd'hui, décideurs à la place de ce que le peuple avait comme pouvoir. Donc, retrouvons plus de souveraineté. C'est peut-être l'espoir que la pandémie, la psychose de la pandémie, devrait nous laisser comme leçon. Les médecins de famille, les petits commerces, les productions locales, la force d'attachement qu'on peut avoir avec nos provinces, ne serait-ce que sur le plan touristique. On a suffisamment de charme en France pour profiter de cette richesse-là. Eh bien, c'est tout ce qui nous a permis de tenir pendant cette période de pandémie. Et il faudrait maintenant qu'on aille jusqu'au bout, c'est-à-dire que l'on reconnaisse à tous ceux qui ont défendu le souverainisme que leur vision, finalement, était intemporelle et même adaptée à ces périodes aussi critiques. Merci de votre attention. Bravo! C'est parti. Voilà, donc j'enchaîne sur Jean-Christophe, qui a largement introduit cette dimension politique que nous devons traiter. Alors, si la situation sanitaire, comme l'a dit Vincent, n'est pas si dramatique qu'on veut nous le faire croire, si la situation économique
ne serait pas aussi dramatique si on accordait à la souveraineté et au souverainisme un peu plus de place. En revanche, en ce qui concerne la France, on peut dire que la situation politique est dramatique. C'est vrai qu'elle est dramatique, non pas tant dans les événements, mais elle est dramatique parce que cette crise sanitaire a révélé toutes les plaies dans notre pays, que notre pays endure depuis longtemps. Et alors, Philippe Mesnard, qui est donc rédacteur en chef du mensuel Politique Magazine, a assez bien défini le sujet. Voilà, alors je vais... Oui, donc, qu'est-ce qui nous gouverne? Est-ce que c'est un homme, un parti ou un système? Et la conclusion de Philippe Mesnard, c'est que ce sont plutôt les circonstances, l'air du temps. C'est-à-dire que le pouvoir a abandonné l'idée de nous faire croire qu'il sait où il va. Il veut juste qu'on le suive par principe. Et le pouvoir en est arrivé à exiger une obéissance aveugle, morigénant les Français sans cesse, multipliant les incursions dans les domaines réservés à la vie privée. Et les atteintes aux libertés les plus élémentaires, sous prétexte de pandémie, ne vont pas s'arrêter de sitôt. Dès qu'une association, dès qu'un site internet, dès qu'un média sort de l'étroite pensée unique et ose s'avancer, ose proposer d'autres solutions que celles qui sont imposées par le pouvoir, eh bien, la répression se met en marche sous différentes formes, le silence, l'empêchement, voilà, donc, et l'ultra-gauche, on observe, alors là, à Grenoble comme ailleurs, que l'ultra-gauche, elle exerce la violence lorsque les moyens légaux de répression sont impuissants, et finalement, l'ultra-gauche n'existe plus en France que pour faire la chasse aux patriotes. C'est leur ultime raison d'être, ils ne se manifestent que pour faire cette chasse aux patriotes. Alors, pourquoi qualifier de dramatique la situation politique nationale? Le drame qui se déroule sous nos yeux, il ne tient pas à l'effondrement de la République. Tout le monde s'en lamente, mais après tout, si la République s'effondre, ce ne serait pas forcément pour nous déplaire. Pas seulement la Ve République, aujourd'hui méconnaissable, tant elle a été démembrée, dénaturée, confisquée, mais un régime qui ne convient pas à notre pays, qui s'est édifié contre son histoire et contre sa vocation. Donc, oui, la République s'effondre, et c'est tant mieux, mais l'actuel président a achevé ce que ses prédécesseurs avaient entrepris. Et là, on ne touche plus à la République, mais on touche à la France. La souveraineté nationale, la souveraineté de la France, est vendue notamment aux intérêts américains, elle est trahie. L'affaire Alstom en est quand même l'illustration dans le cas du président Macron, et elle est abandonnée. On voit que sur différents pans de nos intérêts vitaux, eh ben, c'est une négligence et parfois un abandon qui est consenti. Alors, toujours dans les attributions régaliennes de l'État, la justice, elle n'est plus exercée. Quand on voit les délais que la justice met pour traiter des affaires, c'est absolument consternant. Qui plus est, on assiste à des juges qui se soustraient à l'autorité de l'État et qui veulent jouir d'un pouvoir indépendant, sans contrôle, face à un garde des Sceaux qui a été leur adversaire, qui a toujours été d'ailleurs du côté des coupables et contre les victimes. Et c'est lui que Macron a choisi comme garde des Sceaux, c'est quand même merveilleux. L'éducation continue sa descente aux enfers, et la pandémie révèle ce qui était déjà en œuvre. Donc malheureusement, l'éducation nationale nous fabrique une génération de barbares qui est à la fois incapable d'exercer ses droits et ses devoirs de citoyen, cette génération, mais qui est surtout inapte à satisfaire aux besoins d'emploi. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ne seront pas employables en l'état. L'université, quant à elle, elle s'enfonce dans un marasme inédit. Il suffit de voir tous les classements de l'université par rapport aux universités concurrentes. La recherche publique, notamment, elle est à la dérive. Toujours dans le domaine régalien, la sécurité, la sauvegarde de la paix civile, le respect des plus faibles. C'est vraiment, on atteint un niveau de décomposition avancé.
les forces de l'ordre sont méprisées de tous, livrées à la vindicte publique. L'état de droit, tout simple, disparaît. Il y a des zones entières de nos territoires qui sont livrées à la loi de la jungle. Alors à Grenoble, on est bien placé pour le vivre, puisqu'on s'est rendu compte que c'était les dealers qui faisaient la loi dans certains quartiers de Grenoble. Et il suffit de se mettre à son balcon et de voir que les mortiers pétaradent chaque nuit dans certains quartiers de Grenoble, et que les forces de l'ordre sont impuissantes à arrêter ces tirs de mortier. Donc c'est quand même hallucinant. Alors quant aux institutions qui fondent la République, elles sont contournées, le Parlement bien sûr, mais maltraitées, à peine consultées. Le Parlement, qu'est-ce qui lui est soumis comme loi actuellement? Une loi sur la bioéthique, alors qu'on devrait unir les Français, qu'on devrait les mobiliser, qu'on devrait chercher ce qui va les rassembler. On fait passer devant le Parlement une loi qui va les diviser et qui va les obliger à descendre dans la rue, à manifester contre quelque chose qui est scélérat et qui est en plus contre les lois de Dieu. De la même manière, on essaye de lutter contre un ennemi, mais qu'on ne nomme pas, et donc on fait voter par le Parlement une loi dite contre le séparatisme, mais comme on ne veut pas nommer l'ennemi, on vise tout le monde, et y compris des Français qui n'étaient jusqu'à présent pas du tout des dangers, et qui instruisaient leurs enfants tranquillement à la maison, et vraiment dans le respect du bon sens et des obligations de tout bon père de famille. Voilà, donc un Parlement qui ne sert plus à grand-chose et qui est consulté sur des sujets qui divisent au lieu de sujets qui pourraient rassembler. Alors, donc ce à quoi on constate, c'est que le pays réel n'est plus seulement exploité par le pays légal, mais sa parole est moquée, ignorée par le président lui-même, qui traite les Français soit comme des enfants, soit comme des gens qui sont révoltés, qui sont rebelles à tout, et qui... Les fameux cahiers de doléances, qui avaient été rédigés lors du grand débat. Et c'est Macron qui avait, pour contrecarrer le mouvement des Gilets jaunes, qui avait lancé ce grand débat. Or, ces cahiers de doléances n'ont toujours pas été publiés, alors que ça avait été un engagement qu'il avait pris. Parce que même là, ces cahiers de doléances gênent. Alors que si vous avez été dans ces enceintes, vous avez pu constater que c'était quand même très politiquement correct, c'était très poli, il n'y avait pas un mot plus haut que l'autre. Mais malgré ça, les cahiers de doléances dérangent et ne sont pas publiés. Essayez de les consulter, c'est impossible. Alors il paraît que ça va l'être dans les jours qui viennent, enfin vous vous rendez compte, ça aurait dû être publié depuis 6 mois au moins. Bon, normalement, lorsque des élections locales ont lieu, on a les résultats quand même quelques mois après. Eh bien, essayez d'avoir les résultats des élections municipales qui ont eu lieu en juin et juillet, eh bien, ça n'est que depuis quelques jours qu'on a enfin les résultats. Et les résultats montrent que, par exemple, le parti au pouvoir, qui a tout pouvoir au niveau notamment de l'Assemblée nationale, eh bien, il fait 2% des voix, avec un taux d'absentéisme qui est quand même, on a battu des records. Souvenez-vous de la fameuse la Convention citoyenne du mois d'avril 2019, consacrée au réchauffement climatique. Là aussi, ça a été un simulacre de consultation. On a sélectionné 150 citoyens et on leur a posé une question à sens unique, d'ailleurs, qui ne sollicitait pas du tout leur imagination, puisque c'était, on posait a priori qu'il y avait un réchauffement climatique et que donc on balayait du revers tous les scientifiques qui démontraient que ça n'était pas le cas. Et donc, Macron a sélectionné les personnes, leur a posé une question en restreignant le débat, de sorte que l'unique réponse attendue, c'est la sienne, et c'est celle qu'il avait envie d'entendre, parce que il avait déjà la réponse. On avait aussi évoqué à un moment donné l'introduction d'une dose de proportionnel dans les différents scrutins. Or, on n'en parle plus. On avait aussi évoqué quand même un recours plus fréquent à un référendum d'initiative locale, là aussi
il n'en est plus question. Il y a quelques opposants qui continuent d'en parler, mais c'est plus d'actualité. Et donc on voit que la rupture entre la technocratie et le peuple, s'accroît, qu'elle est totale. Et pour la future élection présidentielle, le pouvoir, il tente d'enrayer l'abstention en imaginant un vote par anticipation une semaine avant. Alors, est-ce qu'il y aura des machines à voter ou est-ce que ce sera en présentiel? On ne sait pas trop. Ils avancent une proposition pour pouvoir la retirer et avancer au coup par coup. En tout cas, la pandémie va sûrement permettre de ressortir un projet qui avait été écarté. Vous vous souvenez qu'on avait supprimé le vote par correspondance parce qu'il y avait des abus considérables. Il a été réintroduit aux États-Unis, on a vu le résultat, des fraudes considérables. Donc, la République bananière que Macron préside ne parvient même plus à étouffer tous les scandales qui la rongent. Bien sûr, les scandales financiers, les scandales sexuels de tous ordres, de gens qui sont très proches du pouvoir. Et la corruption a atteint des sommets. Vous avez peut-être vu ce rapport, ce livre qui a été écrit à propos des délibérations prises dans les assemblées locales en matière d'attribution de droits d'installation des grandes surfaces. Bon, ça révèle que la droite comme la gauche, ça fait quand même 30 ans que ça dure, ou 40 ans, c'est empiffré, aussi bien les partis politiques que les individus, à l'occasion de ces demandes d'autorisation d'installation des grandes surfaces. C'est quand même intéressant de le noter. Et quand même la République française, elle en vient à confier à un cabinet américain, le cabinet McKinsey, le soin d'organiser la logistique de la vaccination. Il faut quand même en être conscient. On confie à un cabinet étranger qui est quand même avant tout américain, le soin d'organiser la logistique de la vaccination. Alors c'est certes, le président doit tout à ce cabinet McKinsey, donc il lui renvoie l'ascenseur, mais voilà, on en est là. La République, c'est ça, et c'est pas autre chose. Alors après tout, ça serait pas grave si cette planche vermoulue de République venait à disparaître, mais si le peuple français, lui, décidait de recouvrer ses libertés, sa souveraineté, parce que toucher le fond, c'est toujours bon si on veut rebondir. Et ce ne seront pas les élections présidentielles, contrairement à ce qu'on croit, de 2022, qui vont nous permettre que la France revienne, parce qu'on sait déjà que ce qui va se passer en 2022, les dés sont un peu joués, compte tenu des sommes nécessaires pour se présenter, compte tenu des délais qui sont impartis, il y a moins de 500 jours d'ici le scrutin, on voit bien que, et puis qui plus est, ce qu'on peut dire, c'est que c'est pas un homme providentiel, fût-il Marion Maréchal Le Pen, fût-il Éric Zemmour, qui pourrait, en quoi que ce soit, changer les choses. Ils seront de toute façon pris dans un faisceau de contraintes et qui fera que de toute façon, ça n'est pas ça qui va changer vraiment les choses. Donc, en conclusion, moi, ce que j'invite les Français à redécouvrir, c'est qu'il faut qu'il y ait une autorité en France. Et cette autorité en haut, elle est d'autant plus légitime qu'elle accorde les libertés en bas. Et donc, seul un État qui sera restauré dans sa souveraineté, dans ses attributions régaliennes, dans son rôle d'arbitre, débarrassé de la domination des factions, des intérêts particuliers, des lobbies, et comme le disait Jean-Christophe, des acteurs économiques, seul un pouvoir comme ça peut et doit aujourd'hui donner aux Français la liberté d'agir. Et que ce soit en matière de santé, que ce soit en matière d'économie, en matière d'éducation, c'est à nous, les Français, de recouvrer nos libertés, d'agir, parce que nous sommes responsables, nous sommes faibles, certes, soyons humbles, on n'est pas parfait, mais on a la possibilité d'agir dans nos communes, dans nos familles, dans nos entreprises, dans nos associations, et on n'attend pas que l'État nous dicte ce que nous devons faire. Nous avons la possibilité d'inventer, d'agir, à la condition que l'État, lui, s'occupe de ce qui est son travail, et qu'il exerce son autorité et ses responsabilités là où il doit le faire. Et donc, voilà, ce que nous appelons, je pense, au Centre Lesdiguières, c'est que chacun redevienne souverain dans le domaine
de sa compétence. Et en matière de santé, je vous invite vraiment à voir sur YouTube les conférences du docteur Alexandra Henry-Ancode, qui ne dit pas autre chose. On a du bon sens, hein, et un retour au réel en matière de gestion de la santé est possible. C'est à chaque patient, à chaque Français, de raisonner pour lui et de ne pas attendre des dictats qui lui viendraient d'une agence de la santé ou et de réfléchir et de se renseigner et de prendre les bonnes dispositions qui conviennent. Et je crois que par conséquent, nous avons la possibilité de nous en sortir. Il ne faut pas, je crois, sombrer dans cette dérédiction générale où plus personne n'est crédible, où tout est mensonge et où rien n'est vrai. Je crois que non, il y a des choses qui sont vraies, et c'est le réel qui est vrai, c'est l'observation des choses que nous pouvons contrôler, que nous pouvons mesurer autour de nous, et c'est à partir de ça que nous allons pouvoir rebondir et recouvrer cette souveraineté qui nous manque et qui va nous faire vivre. Donc voilà. Et je pense que dans une prochaine conférence de Centre Lesdiguières, nous essaierons d'être encore plus concrets pour évoquer ces pistes de solutions concrètes à notre portée qui peuvent nous permettre de nous en sortir. Merci.